Et chaque lundi, nous avons rendez-vous avec l'Amérique, notre quart d'heure américain, avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue, Pierre-Yves. Merci d'être avec nous chaque semaine pour ce décryptage de l'actualité business en provenance des États-Unis, avec une véritable révolution dans le monde de l'immobilier résidentiel américain et un modèle économique pour les agents immobiliers qui est en train d'exploser. Et oui, ce qui est en train de se passer et qui passe largement inaperçu en Europe, et finalement c'est assez logique parce que c'est un sujet américano-américain, va affecter au moins 4 à 5 millions d'Américains tous les ans, puisque s'échangent sur le marché immobilier résidentiel. En ce moment, le marché est très bas. Il a plongé en 2023 de 19%. Enfin, se sont quand même achetés et vendus l'an dernier un peu plus de 4 millions de propriétés. Il s'agit de cette fameuse commission fixe de 6%. En théorie, elle n'est pas vraiment fixe, mais dans la pratique, elle est fixe. Si vous avez une maison aujourd'hui aux États-Unis, et ce depuis des années, en dépit des efforts de multiples groupes de consommateurs, vous allez voir un courtier, un real estate agent, vous allez voir un courtier en immobilier qui va expliquer qu'il faut le payer 6% et qu'ensuite, au moment où l'acheteur viendra, il se partagera la commission. C'est un système qui, en dépit de l'avènement d'Internet et de la grande transparence des marchés, est resté très figé et constitue une forme de collusion. Plusieurs jurys populaires en ont été convaincus l'an dernier, d'abord dans le Missouri et dans l'Illinois, et les autorités américaines ont fini par obtenir que toute la profession des agents immobiliers abandonne ce modèle pour créer un modèle qui est encore assez flou, puisque ce que l'on sait, c'est que le vieux modèle est annulé, il n'y aura plus de référence à un contrat fixe de 6% pour les commissions dans les documents qui lient le vendeur de propriété à son agent, et l'idée c'est que les acheteurs aient un agent, les vendeurs aient leur propre agent et négocient chacun de leur côté les choses. L'enjeu, bien évidemment, est ce droit d'entrée que payait de facto le vendeur de propriété, c'était l'accès à un système extraordinaire de listing des propriétés qui accorde au marché immobilier résidentiel une transparence formidable parce que l'acheteur et le vendeur savent exactement à quel prix toutes les propriétés dans la région choisie, toutes les propriétés de taille comparable, à combien elles ont été vendues, à qui elles ont été vendues, et donc le marché existe vraiment. Et le potentiel de ce Big Bang dans les commissions est de garder tous les bons côtés de la transparence, mais d'en faire baisser le prix tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. On parle d'à peu près 85 milliards de dollars de commissions immobilières qui ont été payées à peu près l'an dernier par des Américains pour vendre un peu plus de 4 millions de propriétés. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors, c'est une mauvaise nouvelle, évidemment, comme dans toutes les professions de courtage qui ont été frappées par l'avènement d'Internet et de la transparence. Par exemple, ça l'a été dans le courtage de valeurs mobilières. C'est une très mauvaise nouvelle pour les courtiers, puisque leurs marges vont baisser, leurs commissions vont baisser, et on va assister probablement au départ de centaines de milliers de personnes qui vont sortir de ce métier, qui ne deviendra plus rentable pour eux. Mais les meilleurs d'entre eux, probablement, vont récupérer une partie de ce business. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est quelque chose qui m'a frappé quand je suis arrivé aux États-Unis il y a un petit moment, c'est que quand vous êtes real estate agent, vous êtes quelqu'un de très important aux États-Unis. Du coin, hein. Vous avez la plus belle voiture. Ouais. Vous êtes le mieux habillé. Alors c'est vrai, vous travaillez le week-end parce que vous organisez des visites de maison. Des visites de maison qui sont, dans un premier temps, ouvertes uniquement aux agents immobiliers. Parce que votre métier, c'est de faire le marketing de la maison. Vous faites le marketing de la maison auprès de vos collègues. Et ensuite, dans un second temps, vous faites le marketing de la maison auprès d'acheteurs potentiels. Mais en tant que propriétaire de maison, vous voulez avoir affaire à l'agent immobilier le plus riche, le plus flashy, parce que c'est celui qui réussit. Celui qui met sa tête sur les affiches, hein, c'est ça. La tête de l'agent est sur toutes les affiches. Hein. Exactement. Et ce sont souvent des femmes qui ont beaucoup de rouge à lèvres. C'est très, très important.
Et en fait, c'est celle qui vous arnaque le plus, parce que c'est en gros ce que vous disent les associations de consommateurs et même le département de la justice. Ce système est absurde. Dans aucun pays développé, on ne doit payer aussi cher pour acheter dans une maison un courtier. C'est le tiers de confiance, mais effectivement, c'est un business. La désintermédiation va passer par le business immobilier, comme elle est passée par d'autres business également. Venons-en à l'affaire TikTok, Pierre-Yves. Alors, très intéressant, parce que qui permet de prendre la mesure quand même de l'agilité politique de vétérans comme Joe Biden ou Donald Trump. Ah oui. Si vous êtes pour, je suis contre. Oui, si vous êtes contre, je suis pour. C'est absolument stupéfiant. Alors, premier étonnement, la Chambre des représentants a voté un projet de loi, mais alors dans une marge et dans une proportion incroyable et tout à fait incompatible avec cette polarisation et cette division en deux de la Chambre des représentants sur tous les sujets. Pas sur celui-là. 352 voix pour, 65 contre. Il s'agit de quoi? Il s'agit de dire à ByteDance, vous êtes la holding propriétaire de TikTok, vous allez devoir la vendre à des Américains de préférence, parce que le Parti communiste a trop de contrôle possible sur la manière dont vous traitez les données confidentielles de quelque chose comme 170 millions d'Américains qui sont sur TikTok. Nous ne voulons pas que le Parti communiste puisse faire chanter les Américains dans leur vie privée, puisque TikTok, c'est à peu près tout ce que vous faites si vous êtes sur TikTok. Alors, qu'il y ait un tel consensus entre démocrates et républicains sur une question pareille est en soi stupéfiant. Le deuxième degré de stupéfaction, c'est que Donald Trump, quand il était président en 2020, avait tenu cet argument. Il avait publié un décret présidentiel pour interdire à TikTok d'exercer son activité aux États-Unis tant que ce n'était pas une société américaine. Et puis, la justice est intervenue, ce décret a été invalidé, Joe Biden a été élu président, il a retiré le décret. Eh bien, tout a encore basculé. Aujourd'hui, Donald Trump dit non, ce que je vous ai dit, c'est vrai, le Parti communiste peut trop contrôler Biden, il faudrait que TikTok change, mais enfin, il ne faut pas interdire TikTok, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont chez TikTok, et puis ces jeunes-là, ils m'aiment, et ils suivent ma campagne. En outre, si on empêche à TikTok d'exercer son activité aux États-Unis, on va rendre service au véritable ennemi du peuple, qui s'appelle Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook et d'Instagram. Et celui-là, c'est l'ennemi du peuple et on ne veut pas rendre service à Facebook. Manifestement, Donald Trump n'a pas pardonné à Mark Zuckerberg d'avoir fermé ses propres comptes lorsque ce dernier a joué un rôle important dans la motivation de ceux qui sont allés envahir le Capitole le 6 janvier 2021. Ça veut dire que TikTok, détenu par ByteDance, sera encore bien présent le 5 novembre 2024, Pierre-Yves ? Alors, TikTok is not going anywhere. TikTok va être racheté ou une solution sera trouvée. L'important, c'est de dire qu'un numéro un, le Sénat est beaucoup moins pressé que la Chambre des représentants de se prononcer là-dessus, et que tant que cette loi n'a été adoptée que par la Chambre et que rien ne se passera au Sénat, le système va rester en place. Deuxième point, Joe Biden a changé d'avis aussi sur TikTok. Il était contre l'interdiction de TikTok lorsque Donald Trump l'a proposé. Maintenant, il dit non, je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut interdire à ces gens-là qui sont trop manipulables par le Parti communiste chinois, même s'ils relocalisent au Texas tous leurs serveurs, ce que TikTok est en train de faire, il faut trouver une solution. Dans le même temps, il a lancé sa campagne sur TikTok. Donc, trouver l'erreur. Troisième point, il y a des tas de gens qui veulent racheter TikTok. Ah bah oui. En particulier, un vieil ami de Donald Trump, Steven Mnuchin. Il n'est pas le seul, mais c'est quelqu'un qui a pas mal d'amis dans des fonds privés. Et puis, quelqu'un est intervenu pour essayer de convaincre Donald Trump qu'il fallait changer d'avis sur cette affaire. C'est le patron de Susquehanna International Group, Jeff Yass, qui est un gros contributeur au Parti républicain et qui détient des actions privées dans ByteDance et qui fait partie de ces gros fonds privés, KKR, Sequoia par exemple. On trouve aussi SoftBank, qui voudrait que ByteDance soit introduit en bourse. Et pour ça, il faudrait que cette affaire TikTok soit résolue.
Bon, ben voilà, l'affaire TikTok, marqueur de cette campagne politique et de cette campagne présidentielle américaine 2024. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi, vous le savez, à 13h30 si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, mais bien sûr à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.